Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux pour ce webinaire sur le recrutement collaboratif et savoir comment on peut créer un duo à la Holmes et Watson pour faire des recrutements performants et réactifs. Alors, je suis avec Amandine ce matin pour animer ce webinaire. Juste pour vous expliquer un petit peu le planning du webinaire, vous avez à votre disposition un module de questions dans l'interface. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit au fur et à mesure et on y répondra. On prendra 10 minutes à la fin pour répondre avec Amandine à toutes vos questions. Donc voilà, l'objectif de ce matin, c'est de vous livrer un petit peu des bonnes pratiques pour collaborer dans vos recrutements avec les managers et les opérationnels. Et notamment, à l'issue du webinaire, on vous enverra la présentation et on vous enverra notre kit recruteur collaborateur avec plein de modèles à utiliser pour collaborer au mieux. Donc voilà. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi ce sujet de webinaire, c'est que nous, notre métier, c'est la présélection et en fait, on a la présélection des candidatures dans le recrutement et on a remarqué que dès qu'on place le manager au plus tôt dans le processus de recrutement, dans l'offre d'emploi, dans la présélection des candidats à rencontrer en entretien, on a beaucoup plus de chances de achever rapidement le recrutement et beaucoup plus aussi de satisfaction dans la collaboration entre manager et recruteur. Alors, je vous présente donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Amandine, je te laisse te présenter. Merci. Et donc moi je suis Amandine, la HR manager d'EasyRecruit. Je suis ici depuis 1 an et demi, et donc je me charge notamment de recruter pas mal de personnes, parce qu'on a plus que doublé de taille dans les derniers mois, notamment dans l'équipe de Priscilla, mais pas que. Et puis derrière, de leur permettre de se développer et de faire en sorte qu'ils restent un maximum dans l'entreprise. Et je suis ravie d'animer ce webinaire avec toi ce matin, Amandine. Appelle-moi Sherlock. Sherlock. Et moi, c'est Holmes. Donc moi, Priscilla, ça fait 4 ans que je suis chez EasyRecruit. Et donc, je suis marketing manager et dans mon équipe, on a pas mal recruté ces derniers temps et je travaille aussi pas mal sur les bonnes pratiques recrutement. Dont la collaboration manager-recruteur est un des sujets clés qu'on traite en marketing. C'est pour ça que Priscilla est une aussi bonne élève dans la collaboration avec le recruteur. Et oui, parce qu'on est un petit peu un duo à la Holmes et Watson avec Amandine. Parce qu'ensemble, sur les 6 derniers mois, on a fait 7 recrutements. Peut-être 8 d'ici ce soir, d'ailleurs. Peut-être 8 d'ici ce soir. Donc 7 recrutements, que ce soit sur des postes de stagiaires, des CDI, sur des postes un petit peu techniques et spécifiques, mais également aussi dans d'autres pays sur lesquels on est présent. Et ça s'est plutôt très très bien passé. Et surtout à temps. Et ça, c'est pas forcément évident d'avoir ces recrutements faits à temps. On y reviendra tout à l'heure parce que dans le duo recruteur-manager, on partage pas toujours le même point de vue et ça se passe pas toujours aussi bien. Alors, il y a plein de raisons qui font que parfois la relation est un peu difficile parce que parfois la personnalité du recruteur et du manager sont compliquées et on s'entend pas forcément bien avec tout le monde lorsqu'on travaille en mode projet. Il y a aussi souvent une problématique de communication. On n'échange pas assez sur qui fait quoi dans le process, ce qui induit souvent une problématique dans la réactivité du manager et du recruteur. Et souvent, c'est là où on perd aussi certains bons candidats. Donc voilà, on va essayer de vous partager des bonnes pratiques, des choses de l'ordre de la méthodologie pour vraiment assurer une culture du recrutement dans votre organisation et que tout se passe au mieux entre managers et recruteurs. Et donc là, vous allez avoir quelques petites phrases que vous avez déjà dû entendre en allant du « mais pourquoi tu m'as organisé cet entretien? Ce candidat, il est complètement nul. » Ou alors la grande frustration de certains managers, parce que je pense qu'on gère tous pas mal de postes en parallèle, et en disant j'ai bien compris que je n'étais pas ta priorité et que tu te concentrais sur les autres. Ça, je l'entends.
ou ceux qui parfois sont les plus exigeants et qui nous expliquent bah, je suis pas en train de rechercher un mouton à 5 pattes, c'est pas bien compliqué, pourquoi tu le trouves pas? Pas si facile. Non, pas toujours facile, non. Ou même les managers qui n'ont pas envie de faire d'entretien. Ce qui est un peu surprenant, mais j'ai déjà rencontré des managers qui ont dit recrute la personne, quand elle arrivera, je la rencontrerai. Ton avis m'intéresse. Il va limiter les risques surtout. Et alors ça, je pense que c'est assez orienté dans les équipes commerciales, mais on les entend souvent mon objectif de chiffre d'affaires ne va pas être atteint parce qu'il me manque 3 personnes dans l'équipe et s'il manque 3 contributeurs, je ne peux pas le faire. Logique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent parce que avoir les bonnes personnes au bon moment, c'est souvent gage d'atteinte des objectifs pour l'entreprise en elle-même, mais pour l'équipe aussi. De ton côté, je pense qu'Amandine, il y a déjà aussi certaines réflexions que tu t'es faites au regard d'une collaboration avec un manager. Bah, c'est assez normal, on est tous humains, on a des biais un petit peu naturels, mais c'est vrai que notamment les managers qui n'ont peut-être pas l'habitude de recruter ou qui n'ont jamais été accompagnés ont tendance à essayer de rechercher des traits qui sont communs avec la personne ou qui ressemblent à une personne de leur équipe avec qui ils apprécient travailler. Son loisir, c'est ça. Il est passionné je sais pas, de vélo, celui-ci aussi, c'est forcément quelqu'un de bien. En fait, non, pas forcément. Et qui donc oriente mal ses entretiens. Et donc après d'avoir des process de recrutement qui sont beaucoup trop longs, pour ceux qui avaient regardé notre webinaire sur les KPIs, qui ont un time to hire beaucoup trop long, parce que les managers ne répondent pas pour organiser la suite des process de recrutement, et on perd tous les candidats et on repart à zéro. Grande frustration, je pense. Ouais. Donc, on va essayer de voir un petit peu dans ce webinaire comment on peut partager des compétences qui, je pense, sont indispensables entre le RH qui a une vision assez métier, qui va maîtriser le cadre juridique du process d'un recrutement, les questions à poser ou ne pas poser, et qui connaît à la perfection toutes les techniques de sourcing, pour aller chercher les meilleurs candidats. Et on a de l'autre côté le manager qui a quand même une vision très terrain, opérationnelle des différentes missions, qui peut aussi aller chercher dans son réseau des personnes qui peuvent correspondre au poste recherché. Et aussi, un élément très important, c'est que le manager connaît les personnalités qui sont dans son équipe. Et il y a aussi ça qui est important à prendre en compte quand on fait un recrutement, qui est quelle sera l'entente entre les différentes personnes, comment on garde un bon équilibre et une bonne diversité de profils dans une équipe. Alors, on est parti, on y va sur le côté un petit peu méthodologie du recrutement et comment on organise ce tandem. La première chose, je pense, Amandine, c'est de savoir anticiper le plan de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà en début d'année, mais plutôt en fin d'année précédente, de travailler sur le plan de recrutement avec les managers, ce qui, en tant qu'RH, nous permet d'avoir une visibilité sur ce qui doit être fait dans l'année, de potentiellement lever des petites alertes en disant j'ai 60 démarrages en janvier et puis presque plus rien le reste de l'année, et donc rendre ça un petit peu plus réaliste. Et puis derrière, ça permet aussi au manager de se poser les bonnes questions sur l'organisation de son équipe, sur les compétences présentes, les talents présents, et sur comment optimiser tout ça, faire évoluer les personnes, rajouter des compétences manquantes. Et puis, d'un autre côté, ça permet à la finance de faire une projection sur la masse salariale et de voir si, oui ou non, on peut recruter toutes ces personnes et derrière de faire des arbitrages. Et c'est vrai qu'en tant que manager, c'est assez important pour bien se projeter, de cadrer son année, son plan de com et de marketing, en l'occurrence pour moi. C'est pas mal comme exercice. Alors, il y a aussi un autre élément important, c'est surtout le cas quand vous avez des équipes sur lesquelles les compétences sont plus ou moins identiques. Si vous avez dans votre équipe que des consultants ou que des commerciaux, c'est éventuellement anticiper le turnover et le potentiel départ de personnes pour ne pas être dans la réactivité. C'est-à-dire que du coup, si vous rencontrez 3 bons candidats sur un même poste, peut-être qu'il faut
un petit peu garder la relation avec eux ou anticiper ce genre de choses. Après, c'est toujours délicat, mais en tout cas, le plan de recrutement, si vous avez 100 personnes dedans, vous êtes à peu près certain que vous allez recruter plus de 100 personnes dans l'année parce que je pense qu'aucune entreprise n'a 0% de turnover et que d'ailleurs, ça a priori pas souhaitable. Et donc, en faisant des statistiques, en regardant la durée de vie moyenne d'un collaborateur, votre taux de turnover des dernières années, vous pouvez vous faire un début de projection sur le nombre de postes qui vont se créer. Et donc, comme le disait Priscilla, sur les postes qui sont similaires, on peut un petit peu plus anticiper. Typiquement, dans ton équipe, je pense que ce serait compliqué parce que chacun a des compétences très spécifiques et ils ne sont pas dans les mêmes pays. Donc, on ne pourrait pas dire un tel va sans doute partir dans l'année. On n'en sait rien et on n'a pas envie de la réactivité dans ces cas-là et c'est pour ça que c'est important d'anticiper les autres dans les autres postes. En effet. Il y a aussi le rétro-planning, c'est que quand on dit j'ai besoin de quelqu'un pour juillet, en fait, il faut l'anticiper beaucoup plus tôt. Et ça, on n'y pense pas. Donc, par exemple, si un manager vient me voir aujourd'hui en me disant j'ai besoin de quelqu'un pour avril, je peux d'ores et déjà lui annoncer qu'il est trop tard. Parce que, alors, c'est pas toujours le cas, parce que parfois on recrute des personnes qui sont disponibles plus vite, mais on peut quand même partir de qui vont avoir 3 mois de préavis. Et donc, derrière, dans notre plan de recrutement, le plan d'action des RH, et bien derrière, on doit enlever 3 mois de préavis par sécurité et mettre la durée de son process de recrutement classique, qui chez nous est un peu plus court que ça, mais et puis dans l'idéal, on aimerait en effet que tout s'enchaîne, qu'on fasse l'offre, qu'on la diffuse et qu'on reçoive tous les CV au moment, qu'on les choisisse et qu'on les sélectionne et que tous les process se passent en parallèle pour choisir une shortlist. Dans les faits, on sait que c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas d'essayer de maintenir un certain rythme dans ce cycle de recrutement pour que 3 mois avant la date de démarrage, on ait le choix entre au moins 2 candidats. Parce que c'est vrai que souvent, on a du mal à faire un choix quand on n'a qu'une seule possibilité. Tout à fait. Il y a la fiche de poste aussi, plutôt à la rédiger. Pour moi, c'est plutôt le manager avec l'aide de la RH. Donc, c'est vraiment très important de faire une fiche de poste parce que ça force à se poser, à vraiment mettre les missions que la personne va devoir faire, les missions que ce serait bien que la personne fasse, et derrière de vraiment détailler les hard skills et les soft skills, je pense qu'on va dire les savoirs et les savoir-être, et pour derrière, lorsque l'on rencontre les candidats, se baser sur les mêmes choses pour les évaluer et être sûr que ça corresponde réellement au poste et pas, par exemple, au fait que ces loisirs correspondent bien aux nôtres ou à quelque chose qui relève plus du fit humain qui est important également, mais en tout cas qu'on reste assez rationnel sur ses choix. Puis accessoirement, c'est la base qui, nous, derrière, nous permet de faire des annonces. Et donc, pour moi, là, c'est plutôt le travail des RH, même si en l'occurrence, Priscilla étant dans le département marketing, elle y ajoute sa patte. Mais parce que il faut forcément l'annonce est plus courte que la fiche de poste, mais elles doivent vraiment avoir, elles doivent toutes avoir un style qui est assez proche, qui permette de faire une cohésion dans c'est aussi la culture d'entreprise qui transparaît et la marque employeur derrière l'offre. C'est ça, et typiquement, c'est une des choses qu'on a travaillé il y a quelques mois, parce qu'on avait des offres qui étaient assez classiques, je pense inspirées d'autres entreprises qui sont plus grandes que nous, et ça correspondait pas vraiment à qui nous étions. Donc, on a essayé de donner une image un peu plus chaleureuse, qui correspondait plus à la start-up qui grandit vite que nous sommes. Et je pense que c'est un élément important pour attirer les bons candidats à vos offres. Et donc derrière, je pense qu'il y a une mode aussi sur des annonces très courtes avec beaucoup de blagues ou de mots-clés qui peuvent être sympas par ailleurs, de super-héros, de Jedi, de ninja. Mais en fait, ça parle pas beaucoup sur ce que va vraiment être le quotidien de la personne. Et même si c'est sympa et qu'on peut peut-être en rajouter une petite couche, pour postuler, il faut quand même savoir ce qu'on va faire et ce qu'on a besoin de savoir faire. Et donc, c'est important de le préciser dans l'annonce. Et le ton peut être très convivial sans devenir une parodie de film comique. Et donc, derrière, il faut forcément choisir les bons canaux pour diffuser ces annonces une fois qu'on les a fait et pour choisir les canaux sur lesquels on va rechercher les candidats pour derrière avoir un maximum de candidats intéressants et qu'on convertisse derrière en candidats qu'on rencontre.
que voilà, c'est pour vous donner un indicateur, le taux de conversion moyen, c'est 10% entre un candidat qui voit votre offre et postule. Alors, 10%, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut juste réussir à avoir le maximum de candidats qualifiés. Et si justement vous avez peut-être un taux de conversion plus élevé et beaucoup trop de candidatures, peut-être qu'il manque quelques précisions. Même si c'est trop bas, peut-être qu'il en manque. Dans l'offre d'emploi. Voilà. Enfin, en tout cas, là-dessus, la diffusion de l'offre d'emploi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la compétence métier et donc de la mission du recruteur, même si il ne faut pas sous-estimer le réseau du manager et le réseau de l'équipe du manager parce qu'il travaille dans un domaine spécifique. Et donc, le fait de diffuser l'offre sur LinkedIn, sur différents réseaux, va permettre de toucher aussi plus facilement peut-être d'autres candidats par ce biais-là. Et même de recommander des canaux qui sont un peu atypiques. Moi, je sais que quand on recherchait quelqu'un qui était spécialisé en marketing automation pour l'équipe de Priscilla, elle m'avait parlé de forums où il y avait des échanges d'informations. Ça nous a permis de faire passer les offres aussi sur ces forums où il y avait sans doute assez peu de candidatures, mais le peu qu'on recevait correspondait à ce qu'on recherchait. Et c'est appréciable d'avoir des candidatures pertinentes Ça va plus vite. Ça fait gagner du temps. Et puis voilà, moi si je prends mon cas en marketing, dans mon réseau LinkedIn, j'ai un peu plus de 20% qui travaillent en marketing. Et dans l'univers du logiciel, j'ai plus de 30% de personnes dans ce domaine-là. Donc ça peut aussi pas mal accélérer le processus, que chacun diffuse aussi un petit peu l'offre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, et c'est beaucoup à la mode en ce moment, l'employee advocacy, c'est-à-dire que tout ce que partage l'employé à propos de la société, ça permet lui de le faire devenir un petit peu ambassadeur et de le fidéliser, mais ça permet aussi d'atteindre pas mal de personnes dans un réseau intéressant. Un chiffre que tu n'as pas évoqué, où on doit être plutôt fier. Aujourd'hui, la moyenne nationale des cooptations, elle est de 7%. Donc les cooptations, c'est les profils qui sont recommandés par les salariés pour être recrutés. Et nous, aujourd'hui, on est plutôt autour de 20%. Donc ça veut dire que je pense que le travail d'employé advocacy est pris assez au sérieux. Et c'est aussi très appréciable parce qu'en général, c'est plutôt des candidats de qualité qu'on reçoit. Parce que nos employés ne recommandent pas les pires personnes de leur réseau. Donc c'est vrai que c'est très appréciable aussi comme source de qualité. Et c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre d'outils aussi qui permettent de faciliter la cooptation via notre ATS aussi, notre logiciel donc de candidature, ce qui permet de facilement remonter à la source de qui a coopté qui. Et puis il y a une politique d'incitation avec un certain nombre de primes sur la cooptation qui est assez efficace. Alors bien sûr, il y a toujours un ratio à pas dépasser, sinon on crée peut-être une sorte de... Des jumeaux, enfin des clones les uns des autres. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir tout le BDE d'une école, mais de garder quand même une certaine diversité dans les recrutements. Alors un deuxième élément, c'est une fois qu'on a un petit peu préparé le recrutement, comment on organise vraiment le processus de recrutement. Alors, qui fait quoi? Mais justement, c'est important de le préciser en amont parce que sinon, on attend l'un et l'autre en se regardant en chien de faïence en disant mais pourquoi il ne le fait pas? Et donc, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, la partie fiche de poste, où il y a beaucoup de données qui vont être sur les attentes du manager, ce qui permet aussi de recadrer les attentes du manager parfois, parce que parfois on espère mettre 3 postes en un pour gagner du budget, et c'est pas possible. Et donc la définition du budget, la définition de la fiche de poste se fait plutôt par le manager avec l'aide des RH, qui le transforme derrière en annonce qui va correspondre à l'identité de l'entreprise, à sa marque employeur, et a priori être suffisamment attractive pour que les candidats postulent. Forcément, c'est les RH qui vont sourcer, même si les managers peuvent aider aussi. Moi, parfois, je leur demande de montrer le profil qu'ils rêveraient de recruter et ça permet derrière de s'en servir aussi comme base pour en trouver d'autres. Nous, forcément, on édite une solution d'entretien en vidéo différée, donc je l'utilise. Et donc, la création des campagnes Easy Recrues, c'est les RH qui le font. L'invitation des candidats également. Et ce qui est important, je pense, sur la création des campagnes, c'est de partir sur la fiche de poste, regarder les critères qui sont vraiment importants,
et faire des questions qui soient liées à ça. Pour dans l'entretien vidéo différé, en dehors des questions très pragmatiques de disponibilité, de salaire. Peut-être nous, il y a souvent une petite question en anglais pour voir si la personne arrive à échanger en anglais parce que c'est obligatoire pour nous. Eh bien, si on recherche un commercial qui a priori va être persévérant et persuasif, ben, faire des questions qui vont permettre déjà, dans un premier temps, d'évaluer ces compétences-là. Voilà, évaluer une ou deux compétences déjà en présélection. Tout à fait. Et donc derrière, pour nous, l'ARH et le manager doivent regarder les entretiens vidéo sur un délai qui doit être assez court, qui est inférieur en tout cas inférieur à une semaine, on compte plutôt 2-3 jours. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi de mettre des règles de gestion en place. Donc avec Priscilla, c'est simple, on regarde toutes les deux. Donc on regarde toutes les deux. Ouais. Mais sur d'autres postes, je recrute des personnes qui ne parlent pas de ma langue. Et donc, en fait, je demande à quelqu'un qui est natif sur la langue de regarder les questions que je ne comprendrai pas, au manager qui recrute, qui regarde d'autres, et moi d'autres. Et on s'était mis une règle chez nous, il y a des likes et des dislikes, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Des thumbs up et thumbs down. Et donc, en fait, on avait une règle, vu qu'on était 3, s'il y avait un pouce levé, on devait le regarder. S'il y avait un pouce baissé, on devait le regarder. Mais s'il y avait déjà 2 pouces levés ou 2 pouces baissés, c'était pas la peine de regarder qu'il y ait une troisième personne qui la regarde. Et on partait du principe que s'il y avait déjà 2 validations, on le rencontrait. Et donc, derrière, justement, d'organiser votre process de recrutement en physique. Alors, chez nous, il y a un face-à-face avec le manager, le N+1. Dans un deuxième temps, il y a un entretien de mise en situation qu'on appelle business case, qui est assez important pour que, je pense déjà, les candidats se projettent dans ce qui pourrait être leur quotidien en tant qu'employé, et qui voient si ça leur plaît ou pas, si la matière du logiciel RH leur donne envie au quotidien ou pas. Et nous, ça nous donne une idée aussi des points forts et des axes d'amélioration de la personne. Ce qui fait que c'est aussi ce qu'on évalue pendant tout le long du process, c'est se dire, le candidat parfait, il n'existera pas. Et l'entreprise parfaite, elle n'existe pas, donc on ne se met pas dedans non plus. Et donc, c'est vérifier ce qui va pouvoir correspondre. Et s'il y a des axes d'amélioration, on se les note et on voit comment on pourra accompagner la personne lorsqu'elle arrivera pour qu'elle soit sur le chemin du succès. Et donc, en dernière étape, il y a toujours le PDG, moi, et une rencontre un peu informelle avec l'équipe, mais qui reste quand même cruciale, parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas recrutées parce que le fit avec l'équipe n'était pas naturel, et on ne voulait pas prendre le risque de casser un équilibre qui existe et qui est difficile à mettre en place, donc on fait tout pour le maintenir. Et donc, en toute fin de process, on prend toujours des références. Ouais, important. C'est très important. C'est assez symbolique parce que souvent on entend des choses qui sont positives, mais ça permet aussi de demander des infos sur les conseils qu'il donnerait à son futur manager, parce que ça nous donne des éléments de comment gérer au mieux la personne. Ouais. Donc voilà, un process qui a l'air extrêmement long quand je le présente, mais limite il va plus vite quand on le fait que quand j'en parle. mais on arrive à le faire tenir. J'ai un débit rapide. Donc ça dure environ... non, il dure plutôt 3 semaines et demie. Ah oui, d'accord, à partir du moment où c'est lancé. Oui, par contre, pas la définition du besoin, parce que je les ai parfois en janvier pour un recrutement de septembre. Ni la définition du besoin, ni la quand on période de préavis. Ah oui, non, non, sinon c'est beaucoup plus long. Voilà. Un autre élément aussi, c'est d'intégrer le manager le plus tôt possible. Pourquoi aussi c'est que le manager, c'est vraiment celui qui va donner envie au candidat. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois par Lighthouse et qui est assez intéressante sur qui et ce que le candidat a envie de voir pour postuler et pour être engagé dans le processus. Et en fait, c'est vraiment le manager qui ressort et son équipe, pas le recruteur, je suis désolée. Et donc, voilà, donc, selon cette étude, 46% des candidats sont plus engagés dans le processus s'ils ont un aperçu du manager, une vidéo, une image, etc. Et c'est vrai que nous, du coup, on a tendance à de plus en plus privilégier le fait de se filmer en tant que manager et d'expliquer, voilà, l'équipe, ça fonctionne comme ça, qu'il y a aujourd'hui dans l'équipe. Et on a des retours assez positifs des candidats qui nous disent après un entretien, ah, mais vous êtes comme sur la vidéo, ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a quelque chose qui engage un peu le candidat à se projeter, je pense, un peu plus dans l'émission, dans l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à engager aussi, c'est du temps, hein, c'est du travail, mais c'est aussi ce qui pourra vous garantir d'avoir l'engagement des meilleurs candidats. Et accessoirement, quand le manager est engagé dès le début, en général, sur la suite du process,
C'est plus ça suit. fluide. Parce que s'il a pris du temps pour enregistrer des questions en vidéo et pour se présenter, derrière, il va plus vite regarder les entretiens, plus vite les évaluer et se rendre plus dispo. Et alors, je vais mettre ça sur pause, mais c'est vrai qu'il y a aussi un élément important, c'est de ne pas hésiter à l'intégrer sur la présélection et d'être sûr du choisi qu'il voit en entretien et relancer. C'est ça. Bah là, on voit d'ailleurs sur l'écran, c'est quelqu'un qu'on a recruté. Et on voit que Priscilla a mis un pouce levé, moi aussi, et qu'on a fait des commentaires positifs. C'est d'ailleurs la personne qu'on a recrutée après tout et qui est en shortlist. Donc ça semble représenter la réalité. Maintenant, les managers sont pas toujours hyper réactifs. Sur la plateforme, ils vont recevoir des alertes. Maintenant, vous pouvez aussi vous les relancer et même il faut les relancer. Alors avec Priscilla, c'est pas nécessaire parce qu'elle est très proactive. Avec la plupart des, oui, c'est ça. C'est une bonne élève naturellement. Mais en général, il faut faire quelques relances pour que les managers regardent vraiment. Je pense que plus on le fait, plus derrière, naturellement, ils vont le faire d'eux-mêmes. Ouais, je pense qu'une fois qu'on apprend qui fait quoi, quelles sont les missions, et qu'on comprend où est notre intérêt, fluide derrière, et quand on comprend quel est notre intérêt. Et donc, à partir de la fiche de poste qu'on a fait en amont, on construit, alors on appelle ça une scorecard nous, mais donc une grille scorée, si on l'a fait en français, où typiquement on va remettre ce qui est important pour nous dans ce recrutement. La date de disponibilité, parfois c'est hyper sensible et c'est à la limite ce qui est le plus important. Il ne faudrait pas en fait, mais ça peut être très important. Le fait que ça corresponde au budget, c'est aussi important. Et derrière, on met les compétences techniques, les hard skills, les soft skills qu'on attendait, ce qui fait que c'est la trame qu'on va avoir avec nous en entretien ou qu'on va compléter juste après l'entretien pour comparer les candidats au même poste avec des critères équivalents. Et ça permet de limiter les erreurs de recrutement et d'avoir des personnes qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez. Donc c'est très important. C'est un exercice qui demande un petit peu de temps à se mettre en place, mais une fois que ça existe, ça fluidifie pas mal les choses. Et je pense que les managers apprécient finalement d'avoir... En fait, ça permet vraiment d'objectiver l'évaluation et pas de rester à l'ordre un petit peu de l'impression, mais de poser et de noter en fait des scores. Ça permet, voilà, il y a une note au final. Et parfois, elle diffère, elle est un petit peu changeante du feeling qu'on avait eu et ça permet un petit peu de confronter ces deux éléments ensemble. On ne dit pas du tout que le feeling est important, mais je pense que quand on est un peu plus objectif et rationnel dans son évaluation, on se prémunit d'un certain nombre de biais aussi. Parce que typiquement, quelqu'un aurait pu être très sympa s'il n'avait pas un niveau au moins C1 en anglais. Ça ne serait pas possible sur ce poste-là et s'il ne connaissait pas les logiciels sur lesquels il était censé travailler aussi. Et ça permet d'éviter de se tromper. Il y a quand même aussi autre chose de fondamental dans le recrutement qu'on a tendance à un peu trop négliger, c'est l'intégration du collaborateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a signé son contrat de travail, il peut se passer encore beaucoup de choses et pourtant on a engagé pas mal de temps, pas mal d'énergie, du budget dans le recrutement, mais voilà, il faut aussi un petit peu soigner l'intégration et sensibiliser le manager à cette phase-là. Et Amandine est très très forte là-dessus pour nous forcer la main. Voilà, exactement. Mais même, je dirais, avant l'intégration, il y a même la pré-intégration, qu'on disait tout à l'heure dans son rétro-planning. Souvent, il y a 3 mois de préavis, même pendant les 3 mois de préavis, c'est une grande zone de danger. Donc, c'est important d'avoir au moins 1 ou 2 contacts par mois, que ce soit l'ARH ou le manager. En général, on se relaie, on prend des nouvelles de la personne, on lui envoie un petit SMS. Dès qu'on a une nouvelle d'entreprise, on lui partage pour qu'il se souvienne qu'il arrive bientôt dans une nouvelle entreprise. Et on l'invite aux événements de vie d'entreprise, comme les pots de bienvenue ou des apéros. Et ça lui permet aussi, je pense, un petit peu de dédramatiser le premier jour, qui est un petit peu comme la rentrée des classes, un peu stressant. Là, il a eu quelques semaines pour nous rencontrer et se faire une image de ses premiers collègues. Dans la semaine qui précède l'arrivée, donc le manager aussi renvoie un petit message aux collaborateurs en disant vivement lundi, pour faire un titre d'émission. Mais moi, je leur envoie aussi un petit mail de bienvenue en leur disant voilà comment va se passer ta première semaine. T'inquiète pas, tout va bien. Et on met des parrains, des buddies qui, pareil, les contactent pour leur proposer un café ou un déjeuner dans la première semaine. Derrière, sur la partie d'onboarding,
avec le manager, on travaille sur 2 semaines de formation. La première, c'est un tronc commun que vous voyez à l'écran, qui permet vraiment de maîtriser l'entreprise, les différents départements, notre écosystème. Donc, le manager intervient dans certains. Typiquement, la partie marketing, c'est Priscilla qui la présente. La partie HR, c'est moi. Donc, tout le monde participe. Et sur la 2e semaine, on fait un point spécifique au métier. Donc, c'est souvent plutôt le manager. Quand c'est des équipes commerciales qui sont un peu plus nombreuses, il y a plusieurs intervenants. Mais en tout cas, le manager est impliqué dans la construction de ce plan de formation pour qu'il ait, au bout de 2 semaines, sans doute pas quelqu'un de 100% productif, mais quelqu'un qui a toutes les clés pour pouvoir réussir dans son job. Et donc ensuite, pendant toute la vie du collaborateur, mais a fortiori pendant sa période d'essai, on programme des points, des rendez-vous mensuels. Alors, la première semaine, le premier mois, tous les mois, de toute façon, il y a des points avec le manager. Moi, j'interviens au 2e et au 6e mois pour voir comment font les personnes en dehors de leur relation manager-manager. Et puis, hyper important aussi, et tout bête, mais pensez à mettre des petits rappels sur c'est le délai de prévenance pour le renouvellement de la période d'essai d'un tel. C'est le renouvellement de la période d'essai de un tel. C'est la fin de la période d'essai de un tel pour pas qu'il y ait de loupés aussi dans ces grandes dates. Quand on est manager, on ne maîtrise pas forcément les délais de prévenance, des périodes d'essai. On a besoin d'être un peu recadré, surtout les jeunes managers, je pense, et d'être sensibilisé à la période d'essai, et pas se laisser prendre par le temps non plus sur ce sujet. Tout à fait. Donc normalement, vous avez quand même pas mal une bonne méthodologie pour préparer les recrutements, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est former les managers au recrutement, parce que c'est pas forcément très inné pour tout le monde. Et alors là, on vous livre quelques petites techniques de formation. Et la première, plus une vraie formation, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller comme attitude ou comme état d'esprit aux managers. Surtout pendant l'entretien, c'est quand même en général le premier point de contact qu'il peut y avoir avec le candidat. Et parfois, ça peut être tout à fait négatif pour le candidat. Donc, comment on fait pour que cette première relation se crée bien? Et les managers n'ont pas toujours la bonne attitude. Non, mais même, j'avais une anecdote que j'ai racontée à Priscilla hier, dans une entreprise où j'ai travaillé. Donc, à une époque, j'ai passé des entretiens. Le concept du premier entretien, qu'ils appelaient la grilling interview, c'était de vous mettre en situation de stress assez forte et de poser des questions tout à fait illégales, mais on y reviendra, pour voir comment réagissait la personne et voir si elle résistait, si elle gardait son calme, si elle traitait les objections. Et donc, typiquement, je pense que je suis sortie de cet entretien en disant, mais ce manager, je ne dirais pas ce que j'ai pensé, mais jamais je ne travaillerai avec lui. Et cette entreprise, c'est n'importe quoi. Et dans un entretien de recrutement, en mettant quelqu'un mal à l'aise, on ne va pas faire ressortir grand-chose de la personne. Et il y a d'autres moyens de tester le stress et la résilience de quelqu'un plus tard, notamment dans des mises en situation. Pour moi, dans tout le process, et a fortiori dans le premier entretien, il faut être hyper bienveillant, il faut mettre la personne en confiance, parce qu'une fois qu'elle est en confiance, elle va plus se livrer, et vous aurez plus d'infos positives ou négatives que si vous la braquez complètement dès le départ. Et derrière, je pense que ça semble évident, mais il faut traiter les candidats comme on aimerait être traité en tant que candidat ou traité en tant que recruteur ou manager. Donc, ne pas être en retard, être poli, et puis écouter ce que la personne dit, vraiment. Et donc, quelques conseils à donner aux managers. Préparer l'entretien, ce qui veut dire que 10 minutes ou 15 minutes avant l'entretien, on n'est pas en train de faire autre chose, on est en train de regarder le CV, de regarder ce qui nous intéresse. Connaître le prénom. Oui, connaître le prénom, ça c'est un vrai sujet quand on en voit beaucoup dans une journée. Et voilà, de peut-être se marquer les questions qu'on voudrait poser, d'avoir cette trame qui est prête, donc la scorecard, la grille d'évaluation qu'on a montré précédemment, avec soi pour être sûr de bien creuser tous les points. Et si on n'a pas pu creuser tous les points, c'est pas grave, parce qu'il y aura un prochain entretien, on pourra creuser ces points-là, et la prochaine personne pourra réutiliser la même trame, et de prendre des notes, parce que on pense tous être des surhommes avec une mémoire incroyable. En réalité, quand on en voit quelques-uns de suite, on mélange un peu les informations, expérience vécue. Et faire attention, c'est vrai, à pas forcément trop enchaîner. Trop planifier de recrutement dans la journée. Je disais hier à Priscilla, moi, passer 6 candidats dans la journée, je ne sais plus qui est qui. Et donc, j'essaye de faire moins. Parce qu'en plus, il faut pallier ce qu'on appelle le biais de récence, c'est-à-dire qu'on a tendance à se souvenir du dernier candidat et à favoriser le dernier candidat. Également le premier, mais pas ceux qu'on a vus entre-temps. Donc, la prise de notes, ça aide aussi un petit peu à se souvenir. Et derrière, parce qu'il y a d'autres personnes comme moi où je prends beaucoup de notes,
faire une synthèse de ce qu'on a pensé en suivant la trame et en rajoutant voilà, les éléments qui nous semblent importants et qui n'apparaissent pas dans la trame. Ça permet derrière, quand 2 semaines plus tard, on se dit, ben voilà, les 5 candidats qu'on a vus, qui sont très motivés et qu'on n'a pas perdu en 2 semaines, ce qui déjà serait très bien, avec qui est-ce qu'on avance, parce qu'on ne va pas en voir 5 en dernier entretien. Ouais. Et donc, important dans la formation au manager, la loi, en l'occurrence, la discrimination dans le recrutement ou même envers les salariés, ça engage la responsabilité personnelle. En général, ça leur parle plutôt bien. Pour info, c'est passible de 45 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Alors, je pense que rares sont les cas où il y a suffisamment de preuves pour pouvoir faire ça. C'est toujours un peu un chiffre choc qui permet d'attirer l'attention du manager sur ce que vous allez dire après coup. Et donc, les questions qu'on pose en entretien de recrutement ne doivent être que liées à l'évaluation des aptitudes professionnelles liées au poste que vous avez ouvert. Donc forcément, aucune question discriminante qui vont être lieu. Enfin, là, on n'a pas tous les critères de discrimination parce qu'il y en a plus qu'à l'époque. Donc forcément, l'ethnie, l'âge, la grossesse, l'apparence, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, l'activité syndicale et encore bien d'autres. Il y en a une qui est un peu surprenante, c'est le lieu d'habitation. Oui, bah, en fait, c'est pas à nous de juger sur ce que le candidat pourra faire en temps de transport. Et donc, normalement, c'est pas à nous d'aborder ce point-là. C'est difficile de le faire, mais on ne peut pas forcément demander où habitez-vous et combien de temps vous mettez. Et ce qui peut aussi paraître être une question naturelle, mais qui ne l'est pas. Et parce que forcément, pour un manager, demander mais est-ce que vous êtes enceinte à une candidate, peut-être qu'il se doute qu'il ne doit pas le faire. Mais voilà, il y a pas mal d'autres choses. Un truc tout bête aussi, quand il y a des prénoms peut-être un peu exotiques, dire ah, bah, c'est originaire d'où? En théorie, on ne pose pas ces questions-là. Et c'est en effet pas nécessaire pour juger des aptitudes professionnelles de la personne. Donc voilà comment on forme aussi le manager à poser les bonnes questions et qu'est-ce qui est recommandable. Et donc, dans un premier temps, d'éviter les questions fermées, parce qu'avec les questions fermées, on demande un oui ou un non. Donc concrètement, on a déjà un petit peu choisi ce que la personne devait dire. Et donc plutôt de commencer avec des questions très ouvertes pour derrière, donc des questions qui amènent des réponses plus étoffées, pour derrière aller sur des questions directes quand on va voir une information précise, et donc demander des illustrations quand elles manquent lorsqu'on pose cette question ouverte. Typiquement, quand vous demandez un exemple d'une situation où la personne a dû convaincre quelqu'un qui était complètement réticent à faire quelque chose, bah, c'est avoir la situation, les objectifs qu'elle s'était fixés, les actions qu'elle a mises en place, les résultats qu'elle a obtenus. Pour bien illustrer ses propos, en général, si vous avez toutes ces informations-là, alors soit elle s'est bien préparée à mentir, soit ce qu'elle dit est plutôt vrai et vous aurez une bonne idée de si ça correspond ou pas à ce que vous attendez. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, mais préparez les entretiens parce que si on découvre le CV devant la personne, on va sans doute être moins pertinent. Pas poser les bonnes questions. Voilà, et c'est là où on tombera dans de mauvais travers. Et donc, préparer les points sur lesquels on souhaite creuser, réfléchir aux questions. Et moi, ce qu'on fait, c'est que sur les questions hard skills, le manager est sans doute plus pertinent pour les formuler parce que lui-même aura sans doute plus la compétence que moi. Mais sur la partie soft skills, on crée des banques de questions pour que les managers les aient à disposition aussi parce que c'est pas non plus inné de les imaginer et de les pousser à mettre les candidats en situation ou donner des exemples. Mais donc voilà, par soft skills, on a quelques questions qui sont suggérées. Vous pouvez d'ailleurs télécharger les guides d'Amandine sur notre site pour savoir quelles questions poser, surtout sur les soft skills, pas forcément sur les hard skills en effet. Non, si on me demande de tester un développeur PHP, je ne vais pas y arriver. Un autre élément, c'est quand vous intégrez un nouvel outil que les managers vont être amenés à utiliser, c'est important de les former. Alors, de les former à des bonnes pratiques. Donc, nous, dans le cadre de l'entretien visio-différé, on partage pas mal aussi avec nos clients recruteurs comment ils peuvent aider les managers à utiliser cet outil. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, la bienveillance, être assez vigilant sur l'évaluation, comment on évalue un candidat, sur la plateforme, comment on commente l'entretien vidéo, donc ce genre de bonnes pratiques, de bien respecter la loi, comme on disait, pas de délit de faciès, etc.
Et c'est aussi important de le former à comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend de lui sur l'outil. Et ben voilà, en fait, nous, on attend 4 choses, comme Amandine vient de l'énoncer quand on parlait du processus de recrutement. On attend des choses bien précises de la part du manager sur l'évaluation. Voilà, on s'en tient à ces quelques conseils. Comme ça, la relation marche à la perfection entre les deux personnes. Peut-être pour résumer, s'il y avait quatre grands conseils à donner pour bien recruter et créer cette culture du recrutement entre managers et recruteurs. Alors, dans un premier temps, communiquer. Surcommuniquer. Surcommuniquer, oui, c'est ça. Voilà, parce que des choses nous semblent évidentes, elles ne seront pas pour les personnes qui sont en face de nous. Et donc, être clair sur ce qu'on attend les uns des autres et sur derrière l'organisation d'un process, etc. C'est crucial. Ne pas hésiter à relancer parce que certains managers vont naturellement faire exactement les choses comme on a convenu de les faire au démarrage, parce que derrière, ils ont un quotidien dans leur travail qui font qu'ils peuvent oublier certaines choses. Et donc, ne pas hésiter à les relancer pour respecter des délais raisonnables dans nos process de recrutement. Parfois, prendre son courage à deux mains et les convaincre lorsqu'ils ne sont pas sûrs de vouloir rencontrer un candidat et que nous, on est certain que le candidat peut être très bon. Alors, ça demande d'avoir installé une certaine relation de confiance. Et quand on y croit vraiment, je sais que parfois, il y a des gros biais chez certains managers qui recherchent des personnes qui ont à tout prix fait telle école ou exactement cette expérience-là. Et dans l'entretien vidéo, on voit qu'on a une personne qui correspond bien et à qui on pourrait donner qui est vraiment motivé, et à qui on pourrait donner une chance. Ne pas hésiter aussi à se mouiller un petit peu. Alors, parfois, on va se tromper et on aura le commentaire « mais pourquoi tu m'as fait rencontrer ce candidat ?» Mais parfois, il rencontrera la personne qui va souhaiter recruter et ça lui permettra de casser certains de ses préjugés, ce qui est aussi une partie de votre travail. Mais aussi, écoutez ce que l'autre a à vous dire, parce que là, je décris le RH un peu comme un pitbull qui relance et qui force de faire les choses. Voilà, le manager va avoir des contraintes. Il va y avoir des choses qui vont pas apparaître dans la fiche de poste et qui font partie de ses besoins. Et il va falloir l'écouter, pas forcément que pour le convaincre, mais aussi pour s'adapter et pour trouver la meilleure solution pour tout le monde. Eh bien, voilà, c'est un peu la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions à nous poser, on va y répondre du mieux qu'on peut avec Amandine. Donc, vous avez un petit point d'interrogation sur votre interface pour les poser. Et donc, on va répondre un peu tout de suite, d'ailleurs, à toutes vos questions. Alors, je vais ouvrir le module de questions. Alors, on a une question sur comment on fait pour vraiment impliquer un manager dans le processus et lui expliquer, le motiver, lui dire que c'est aussi important pour lui. Alors, Amandine, est-ce que tu as des bonnes pratiques à recommander c'est une question pas facile et que tout le monde se... Oui, que tout le monde se pose. Alors, après, ça dépendra de chaque personne que vous allez avoir en face de vous. Alors, encore une fois, je pense que c'est pour travailler avec Priscilla. Je n'ai même pas besoin de lui expliquer, elle le comprend l'intérêt aussi parce qu'elle a l'habitude de recruter. Je pense que l'exercice du rétro-planning dans un premier temps, avec le manager en disant si tu as besoin de telles ressources à tel moment, il faut qu'on les recrute à tel moment. Pour l'avoir recruté à tel moment, ça veut dire qu'on a les candidats qu'on veut, une shortlist à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que j'ai besoin de toi là, là et là. Donc, si tu veux cette ressource à ce moment-là, voilà le contrat que toi et moi on a, c'est que à telle date on a fait la fiche de poste, que moi au bout de 3 jours je l'ai postée, et donc on se met d'accord sur ce rétro-planning et quelque part il y a un engagement mutuel à le respecter. Et si une des deux parties casse cet engagement, lui expliquer que l'impact sur lui ce sera d'avoir sa ressource en retard et donc ça va avoir un impact sur son quotidien et celui de son équipe en fonction de son métier. Et moi après ce que j'ai fait, mais a posteriori, parce que la relation, ça se construit, ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai déjà eu des managers qui étaient très très longs pour organiser les suites de process. Je pense que ça nous arrive à tous. Et en fait, en calculant les time to fill et les time to hire, je montrais bien la différence. Les délais de recrutement. Ouais, les délais de recrutement. Désolée, les anglicismes, c'est une grande spécialité. Mais en gros, le temps entre l'ouverture du job et sa clôture et le temps entre l'entrée d'un candidat dans un process de recrutement
celui qu'on recrute et la fin de son process de recrutement. Et donc derrière, j'ai rajouté tous les candidats qui avaient été en process et le temps qu'il y avait eu entre chaque étape pour lui montrer que le problème, c'était lui. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, mais ça y ressemblait grandement. Et donc finalement, il mettait en moyenne 21 jours à voir les candidats qu'on avait validés avec les managers qui étaient dans son équipe, c'était un vrai problème. Et donc, derrière, en analysant les chiffres, on peut proposer des plans d'action. Lui, en l'occurrence, c'était des créneaux qui étaient dédiés au recrutement toutes les semaines. Ils étaient libres pour moi et je ne faisais il ne faisait que ça sur ces créneaux-là. Et ça nous a permis de gagner au moins 3 semaines dans nos process de recrutement et de ne plus perdre les candidats bêtement. Donc ouais, je pense qu'un beau conseil, c'est d'être assez factuel et de mettre des indicateurs clés de performance bien chiffrés avec les durées de processus de recrutement. Ça peut aider aussi. Il y a une autre façon qui peut être une bonne piste, mais qui dépend de quelle est votre organisation, la taille de l'entreprise, c'est que le recrutement peut aussi faire partie de la fiche de poste du manager et il peut aussi éventuellement être objectivé sur le recrutement des candidats. Alors, c'est plus ou moins facile à mettre en place ce genre de choses, mais déjà, au minimum, bien lui faire comprendre que recruter, c'est dans la fiche de poste d'un manager, ce qui paraît un petit peu aussi logique. On a une question sur où trouver le guide des soft skills. Donc, vous pouvez aller le trouver sur notre site internet. Il y a une rubrique actualité ressources. Et vous allez pouvoir télécharger, il y a un guide avec les soft skills les plus attendus en soi dans l'entreprise et quelles questions on pose par rapport à ces soft skills. Donc, ça va être la créativité, le leadership, ce genre d'éléments. On a une question sur comment impliquer un manager dans la description des mises en situation. Chez nous, ils oublient et n'y prêtent pas attention. Alors, parfois, il faut leur donner la main. Alors, moi, en général, je leur explique simplement que s'ils ne me créent pas le contenu pour faire le process n'aura pas lieu et qu'il n'aura pas la ressource. C'est une technique un peu dure, mais assez efficace. Ça n'aide pas à développer des relations hyper chaleureuses de prime abord, mais après, ça se détend. Mais sinon, il y a aussi des personnes dans leurs équipes parfois qui peuvent être impliquées. Et on peut aussi... Alors, une technique qui permet de créer un peu plus de chaleur, c'est justement de dire, je comprends que vous ayez un quotidien qui vous prend beaucoup de temps. Maintenant, si vous avez besoin de la bonne personne, on a besoin de bien l'évaluer. Et pour bien l'évaluer, on a besoin de cette mise en situation. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne un petit déj ensemble, qu'on déjeune ensemble avec peut-être une ou deux personnes de ton équipe et qu'on y réfléchisse. Et on construit ensemble un plan de mise en situation et un exercice un exercice à envoyer et derrière les critères d'évaluation afférents à cet exercice, parce que l'idée c'est pas seulement que la personne travaille le soir chez elle pour nous fournir un exercice, c'est qu'on les compare aussi sur des bases comparables. Et oui, après, il faut un peu le forcer à dire, voilà, dans le processus de recrutement, il y aura un business case et une mise en situation. Il faut que ça dure environ 1h30 au candidat. On ne peut pas non plus, en termes d'expérience candidat, trop en demander. Mais quel est pour toi le meilleur exercice à faire? Et en effet, pas hésiter d'impliquer un ou deux collaborateurs de l'équipe, voire même à jouer la mise en situation aussi, si c'est par exemple simuler un rendez-vous commercial, ne pas hésiter à impliquer peut-être quelqu'un dans l'équipe commercial pour aider à faire cette simulation le jour J. Et justement, peut-être que si le manager a des difficultés à aussi poser des questions juste de mise en situation, peut-être voir avec lui les 2-3 critères importants et de l'aider à formuler une question. Que le RH l'aide à formuler sa question s'il a des difficultés à la préparer. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions sur le webinaire. Sinon, ce que je vous propose, c'est que voilà, on a respecté le timing du webinaire. Vous allez recevoir par email le support de présentation et ce fameux kit collaborateur recruteur où vous allez retrouver le modèle pour construire le processus de recrutement avec qui fait quoi. Vous allez retrouver le kit sur la fiche de poste, sur la méthodologie, sur la grille d'entretien, sur les bons conseils de l'entretien vidéo différé, ce genre de choses. Et je pense que comme vous l'avez pas mal demandé, on va peut-être vous envoyer le guide aussi sur les questions pour évaluer les soft skills.
Voilà, merci Amandine de m'avoir accompagnée sur le webinaire. On se retrouvera bientôt sur un prochain webinaire qui portera. Donc, on a différents webinaires à venir. Pour vous annoncer juste le programme, on en a un qui concerne plutôt l'évaluation linguistique dans la formation, donc plutôt pour vos collègues qui travaillent en formation. Et un autre webinaire qui je pense, vous intéressera beaucoup, c'est comment limiter les biais cognitifs dans le processus de recrutement. Celui-ci, je vais le suivre. Donc voilà, et qui sera co-animé par Cubix. Et ben merci à tous et bon appétit à tout le monde. Au revoir.